Salut les amis, bienvenue sur ce 36e épisode de Tipeee and Friends. Cet épisode où mon invité est un revenant au niveau de la scène metal extrême. C'est quelqu'un qui a eu un joli parcours qui a dû stopper pour plusieurs raisons qu'il va expliquer dans ce podcast. J'accueille donc Dorian, guitariste et cofondateur du groupe Ecre-Lymphe. Ecre-Lymphe qui vient de sortir un premier album de black metal assez original. Vous pouvez retrouver dès maintenant. Tous les liens seront bien sûr partagés avec l'épisode. Et sans plus tarder, je vais vous laisser avec Dorian qui va revenir sur son parcours et nous raconter un petit peu cette nouvelle aventure. Il parlera également de pas mal de ses anciens projets. Je vous remercie encore pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut! Salut Dorian, merci d'être mon invité pour le podcast Tipeee and Friends. Comme d'habitude, je vais te laisser te présenter un petit peu au niveau des auditeurs qui te connaîtraient pas. Et puis, on va rebondir à partir de là. Ok, super. Merci Tipeee, en tout cas, pour l'invitation dans ton podcast. Moi, c'est Dorian. Je suis guitariste-compositeur du groupe Ecre-Lymphe, qui vient de sortir son album il y a un mois maintenant, un peu plus d'un mois. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de reparler du passé plus tard, mais en tout cas, la chaude actualité est là et surtout concentrée sur Ecre-Lymphe avec son album Bel Air qui est sorti chez My Kingdom Music et en partenariat avec Soul Saturn Records pour la France. Voilà, les démarrages sont très bons, les chroniques sont très bonnes, on est très heureux. Et là, on commence à aborder les questions de live, mais pour la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, parce qu'on a eu beaucoup de boulot pour la promo, donc on s'est réservé en tout cas tout un long créneau, des longues répétitions, jusqu'à peaufiner notre show, voilà, quand il sera fin de prêt. Très bien. Écoute, tu as répondu à pas mal de choses déjà. On va essayer d'y aller tout doucement. Ici, c'est slowly. Moi, je vais d'abord te demander... en fait, tu es guitariste. Donc, déjà, est-ce que tu as commencé par la guitare et comment est-ce que tu en es arrivé à te mettre sur l'instrument? Quelles ont été tes motivations? J'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans, 13 ans. J'ai commencé sur une guitare qui n'en était pas une guitare en contreplaqué, juste la forme en fait, tu vois. il y en a qui faisaient du air guitare et puis moi je me suis dit j'ai envie d'avoir un truc dans les mains. Voilà, j'écoutais à l'époque, je sais pas, alors il y avait toute la scène grunge, mais j'écoutais aussi du Pantera, voilà, et Sepultura qui arrivait. Donc il y avait, je voulais vraiment plutôt me donner un genre que jouer de la guitare. Et donc c'était une guitare en contrepaquet blanc, là, l'espèce de bois qui coûte pas très cher à Castorama, là. Et du coup j'avais juste tracé une forme qui ressemblait vaguement à une guitare, et puis à un moment donné je me suis dit tiens, j'ai envie de faire comme les stars que je voyais sur MTV, et j'ai cassé ma guitare. Bon, t'avais pas trop de regrets, j'imagine. Non, ça va. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir si elle tient le coup. Bon, elle a pas tenu le coup. Mais après, ça m'a donné envie d'acheter une vraie guitare. Donc, pour la petite histoire, ma première guitare, ça a été un coup du ciel. C'était un jour en partant au collège. Je suis tombé, alors je suis pas très fier, je le raconte, mais je suis pas très fier de moi. Je suis tombé sur un portefeuille par terre. Et dedans, il y avait des bifetons. Et assez pour acheter une guitare, certes pas milieu de gamme ou haut de gamme, mais bref, une guitare franchement premier prix, mais bon, pas trop mal. Et bon voilà, j'ai laissé le portefeuille en évidence sur un arrêt de bus, sur un banc pour que quelqu'un puisse le retrouver. Bon, sans les billets, je me suis empressé d'aller au magasin de musique donc j'allais souvent déjà dans ce magasin de musique là. Moi j'étais à Orléans et j'ai acheté ma première guitare comme ça. D'accord. Donc voilà. Donc ta mission pour te racheter, c'est d'offrir 50 CD d'Ecre-Lymphe aux auditeurs du podcast, comme ça ton karma va être rétabli. Ouais. Je crois que c'était en francs, et c'était exactement, je m'en rappelle, je sais plus, c'était entre 1200 et 1300 francs. Waouh. Donc à l'époque, voilà, aujourd'hui ça ferait quoi, 200 €, 300 €. Mais bon, tu peux t'acheter une guitare déjà, tu peux. Oui. Premier prix, mais
Et oui, c'est vrai. Je suis pas très fier, mais bon, en tout cas, je rends grâce à la personne qui l'a laissé tomber par inadvertance tous les jours. C'est ton mécène secret. Exactement. Donc, tu as répondu un petit peu en avance. Hein. J'allais te demander quels étaient tes premiers groupes fétiches, mais bon, tu en as parlé un peu. Bon, la scène grunge, forcément, à l'époque, c'était la bonne porte d'entrée pour ceux qui n'écoutaient pas encore de gros sons. Et ceux qui en écoutaient déjà, c'était ce qui les rendait malades parce que ça avait éclipsé un petit peu toute la scène de l'époque. Ouais, Donc, c'était, mais limite, ouais. enfin, moi, j'écoutais ça en parallèle, hein, j'ai découvert même les deux, j'ai même découvert, même c'est le contraire, j'ai même découvert la scène grunge, via des groupes, parce que moi je venais plutôt ce qu'on appelait à l'époque le hard rock, mais bon, tu vois, plutôt, pas heavy, mais bon, voilà, et du coup, tout ce qui était la passerelle sur le Pantera, par exemple, les groupes comme ça, c'était. Et après, il y a la scène grunge qui a émergé. Il y avait des bons groupes. Hein. Je veux pas parler de Nirvana, mais moi, c'était Pearl Jam, j'adorais. Soundgarden, j'adorais. Les choses plutôt, voilà, en songwriting, c'était vraiment excellent. C'était cool. Ouais. Et puis voilà. Bon, après, j'ai dépilé sur un côté. J'ai eu ma petite période plutôt punk hardcore. Et puis très vite sur le black metal, en fait, directement. D'accord. Bah, de toute façon, j'ai eu quelques invités qui ont à peu près le même parcours. Hard rock, grunge, hardcore et black metal. Exactement. C'était quoi ton premier coup de cœur en black metal? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette musique? Je crois que c'était Mayhem. En fait, j'étais pas trop. Enfin, je voyais ça de très loin. Et on était toute une bande à Orléans et bon, les black métalleux, voilà, s'entendaient cordialement avec les quepons. Et un jour, il y a un pote, il m'a dit ouais, moi j'écoute du black metal. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Il m'a fait écouter du Mayhem, il avait son baladeur. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien du tout. Et puis je sais pas pourquoi, ça m'est resté dans la tête. Et puis de fil en aiguille. Comme beaucoup, je pense, des gens de ma génération, bah après c'était les catalogues Adiposer à l'époque. Je fais un petit bisou à Christian s'il nous écoute. Et puis oui. Et c'est vrai que on achetait vraiment limite juste à la pochette et encore voire des fois juste sur le nom. Je m'en souviens. Ou le logo. Le logo. Et franchement, des fois on tombait sur des pépites, des fois un peu moins, mais franchement, ouais, gros. Et puis alors, un des premiers coups de cœur où je pense qu'en tant que guitariste en black metal, ça a été Emperor. Oui. Et là, je me suis dit, et puis Gorgoroth aussi. Je le mentionne souvent dans les interviews, mais Gorgoroth de l'époque, même aujourd'hui, je réécoute, je sais pas, Destroyer de Gorgoroth, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Je comprends toujours pas comment ils ont pu sortir quelque chose comme ça. C'était possédé. Non, mais des fois, c'est magique. C'est ça que j'aime bien dans la musique, surtout, alors après dans le black metal, mais dans toute la musique en général. Oui. C'est que c'est des choses qui sortent de musiciens, ça sort de leur trip, de leur âme, et tu dis, mais comment c'est arrivé là, ça? C'est ça. C'est génial. Quel est le câblage interne qui a donné naissance à ce truc-là? Il y a le câblage, le vécu, je pense. Oui, beaucoup de vécu. L'environnement, la nature qui est autour. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui compose, quelqu'un qui a envie de jouer de la musique, qui a quelque chose à dire. C'est un moyen d'expression, donc souvent dans le métal, dans le rock, voilà, on va toujours rencontrer plus d'âmes torturées que peut-être qu'autre part. Il y a des choses. Pourquoi on écoute cette musique-là, ça reste. Pourquoi on n'écoute pas quelque chose de plus mainstream, même si j'en écoute du mainstream aussi, hein, effectivement. Oui, mais voilà, si tu veux écouter des trucs mainstream, tu écouteras ça. Et puis je crois que c'est Corpse Grinder qui disait. Les gars, sincèrement, vous croyez qu'en faisant ce genre de musique, je vais parler de pâquerettes? Donc, voilà, si tu veux écouter autre chose, il y a largement de quoi faire. Et puis, si tu veux écouter des trucs brutaux et torturés, pareil, il y a largement de quoi faire aussi. Ouais, c'est vrai. Mieux, hein. Mieux. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties. Donc, moi, j'avais un pote, hein, quand j'étais encore en Algérie, j'avais un pote... il était un peu plus âgé, il écoutait déjà du métal et les mecs lui disaient ouais, pourquoi t'écoutes ça et tout, et il leur disait moi j'écoute ça comme ça
Je suis calme, j'ai pas envie de taper les gens dans la rue. La rage est contenue, elle est canalisée, et puis après, je suis peace and love, il y a pas de problème. Ouais, ça peut avoir son côté cathartique, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et donc, forcément, t'écoutes du métal. On en parle souvent avec les collègues métalleux. Hein. Quand tu rentres dans cette scène, tu es obligé à un moment d'être acteur d'une façon ou d'une autre. Souvent, tu t'essaies à créer ton propre groupe. C'est vrai que moi, dès que j'ai commencé la guitare, j'ai voulu créer des groupes. Enfin, j'ai voulu jouer tout de suite dans des groupes. Donc, et surtout, tout de suite composer. D'ailleurs, je crois que j'ai même commencé à composer avant même d'avoir les bases et les fondamentaux de la guitare. D'accord. D'ailleurs, pour preuve, au début, sur ma première guitare, là, que j'ai acheté grâce à mon mécène caché, j'ai commencé à composer. Écoute bien, je savais tellement pas jouer de guitare que je jouais sur les frettes. Je croyais qu'il fallait jouer sur les frettes et pas dans les cases. Et du coup, je dis, c'est bizarre, faut vraiment être fort quand même. Parce qu'en fait, je regardais sur MTV les clips et c'est vrai que souvent, les doigts et les mains étaient souvent pile poil sur les frettes, souvent juste après la frette. Donc, mais moi, visuellement, sur les clips, je crois que c'était vraiment sur la frette. Puis je me dis, merde, comment ils font? Alors j'ai commencé à faire même, mais c'était bizarre, ça sonnait un peu chelou. Et puis après, quand j'ai découvert qu'il fallait vraiment gratter sur les cases, je fais, dans les cases. Bon, très vite, ça a duré le temps d'une nuit, mais j'ai voulu tout de suite, en tout cas, avant même de savoir comment jouer, je sais pas, créer quelque chose, sans forcément rejouer quelque chose qui existait. Mais est-ce que t'as réessayé de jouer que sur les frettes pour créer un style? Si, je joue sur les frettes quand on fait des harmonies, mais bah oui. Quelques harmoniques par-ci par-là, mais après, voilà. Ouais. Tout. Yes. Et donc, ton premier groupe, tu veux bien m'en parler un petit peu? Oui, mon premier groupe, c'était un groupe de punk qui s'appelait Bambi Slaughters à Orléans. Un programme. Ouais, effectivement. On était trois. Il y avait même ma sœur qui était la bassiste et un batteur qui s'appelait Noé, un trio. Et à Orléans, on a pas mal écumé de salles. On a une petite réputation à Orléans, donc c'était assez intéressant. On a enregistré, c'était un album mais en live dans un studio en banlieue d'Orléans. Enfin, t'étais pas si mal équipé que ça au final, mais bon, voilà. En live, on a enregistré ça, on était des fous, quoi. On a enregistré ça en 1 heure ou 2 heures. Moi, j'étais dingue de voir qu'après, j'avais le DAT et que j'allais faire graver mon premier CD. À l'époque, j'ai fait non. Moi, j'étais fou, d'avoir mon master en CD. Après, on a créé les copies cassettes, mais aujourd'hui, à la base, le CD, c'était super cher. Graver un CD à partir d'un DAT, c'était, je sais plus combien j'avais payé ça. Je vais pas dire une connerie, mais je sais pas, c'était 1000 francs, je crois. Non, je sais pas, il y avait. Je te jure. Tu as gardé ce master? Je crois qu'il doit être quelque part, ouais. Ouais. Tu l'as pas sauvegardé en numérique à un moment? Si, après effectivement, je l'ai en numérique, mais en tout cas le CD en question, je dois l'avoir quelque part. Tu l'as bien gardé. Ouais, c'est bien ça. Mais dans les archives. C'était fou, de se faire graver un CD, c'était vraiment pas commun, donc non, c'était génial. Yes. Et ensuite, premier groupe de métal, c'était aussi sur Orléans? Oui, alors après j'ai fondé avec un pote qui s'appelait Sébastien plusieurs petits groupes. On s'est rencontrés au lycée, et puis au lycée on a pu avoir un local de répète. Voilà, c'était un lycée, il y avait une vieille batterie, quelques amplis, personne s'en servait, mais bon, du coup nous aussi on va s'en servir, donc souvent on jouait le soir après nos cours. Et puis on a fondé quelques groupes. Très anecdotique, donc je vais pas en énoncer les noms, mais après le premier groupe qui a commencé à émerger, c'était un groupe de pagan black metal qui s'appelait Langveitir, et on avait pendant quelques années, on a pas mal écumé un peu même la France, on tournait. Donc c'était dans le milieu, la scène pagan black. Donc déjà la scène black c'est très anecdotique. Alors la scène pagan à l'époque c'était encore plus. Mais non, ça. On parle de quoi entre 2000 et 2005 par là? 80, non même un peu avant, entre 98 et 2003-2005, ouais c'est ça, exactement. Ouais. C'est le groupe qu'il y a eu juste avant Jarel, j'imagine.
Et après, je suis monté à Paris, effectivement, pour des raisons professionnelles. Et j'ai monté Jarel après à Paris, ouais. D'accord. Groupe de death metal, ouais, mélodique, on va dire. J'aime pas trop les étiquettes, mais bon. Ouais. Voilà, c'est à ce moment-là que je vous ai rencontré, Exactement. Chris et toi, Ouais. et je me rappelle pas le nom de votre premier guitariste, enfin votre second guitariste. C'était Sébastien. Et, Sébastien? ouais, il y avait Gilles aussi après, qui est venu après. Ouais. Bon, c'était Sébastien. Ok. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu le groupe, c'est que j'étais à une soirée chez des amis en commun, Mhm. et il s'est présenté, il m'a dit, ouais, j'ai un groupe de métal, death metal mélo, assez Mhm. moderne, tout ça, et voilà, ça va s'appeler Jarel, on va faire ça, on va faire ça. Ok, ok. Et du coup, je suis venu à votre premier concert au club, Ah oui, qui d'accord. était déjà blindé. J'avais halluciné à tout ce beau monde. Oui, c'est vrai que je m'en rappelle, ouais. C'est vrai que je me rappelle très bien de ce concert. Et j'ai vu Chris dans son rôle de frontman et tout. J'ai fait, bah, on va écouter, hein, ça, c'est pas ridicule ce truc-là, c'est pas mal. Alors oui, c'est vrai qu'avec Jarel, après, ça nous a un peu dépassé. D'ailleurs, voilà, c'était l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, j'en suis parti. Mais ça a été trop vite, trop loin, je pense. C'est Ah, l'impression que j'en ai eu à l'époque, hein. Je mm. vous suivais à l'époque sur MySpace. Et ouais, Et, c'est vrai. et je crois que j'ai dû vous voir 3-4 fois sur scène, hein, quand même. Alors déjà, ouais, on voyait qu'il y avait le line-up qui bougeait un peu. Mm. Mais bon, ça c'est un peu normal, hein. Puis je voyais que ça enchaînait les dates. C'est un truc Ouais, de c'est vrai. malade pour un groupe Ouais, ça c'est vrai. qui vient entre guillemets de nulle part. C'est péjoratif, Bon, tu peux le mais dire, hein. Tu peux le dire parce mais que effectivement, c'était vachement. On voyait la liste des dates, on se disait mais attends, mais comment c'est possible? Il y avait pas encore de Scud, il y avait 2 titres et sur c'est vrai. MySpace. Moi, je me Et, rappelle de ça et je me et disais c'est vrai. mais les mecs, comment ils arrivent à booker autant de dates juste avec 2 titres? Et puis il y avait une intro, je me dis oh là là, comment on va faire? Comment ils font? C'est et C'est ça. puis bon, mais il faut dire aussi que bah vous aviez l'Agnac et puis il y avait une vraie envie de faire les choses bien. Après, comme tu dis, peut-être un peu trop vite, mais Ouais, voilà, avec Chris, on était au taquet. Enfin, là, quand tu m'en parles, j'ai des souvenirs qui remontent, mais c'est vrai que on était à fond, on était tous les deux limite dans nos dans nos tafs respectifs. Mais malgré tout, en parallèle, au jour le jour, on était vraiment, ouais, enfin, je vais pas dire H24, mais presque au téléphone, par mail. C'était vraiment un, un vrai secrétariat, quoi. Et donc, attends, je me souviens, enfin, j'ai peut-être c'est vieux pour moi tout ça aussi, hein. C'est pas toi qui faisais les visuels, ouais. le graphisme? Ouais, c'est toi, hein. Je me rappelle de ça aussi. Donc c'était ouais, mais ouais, c'était loin parce qu'on s'est donné les moyens Ouais. mais on s'est fait rattraper par des choses qu'on pouvait difficilement honorer et puis au bout d'un moment bah, ça craquait en fait. Enfin moi je suis parti, on était suivi par le département du Val d'Oise Oui. et par le combo là. Et moi, je suis parti à un moment donné où la marche d'après, c'était voilà, t'es semi-pro et tu pars, je sais pas combien de temps, je sais pas où, tu vois. Oui. Euh, après, ça bloque parce que qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, t'es installé, t'as ta vie, t'as ta famille, peut-être bientôt des enfants. Oui. Oui, je comprends. Tu dis, bah non, en fait. Ouais, c'est pas évident. Bon, après, il y a eu d'autres, ça a occasionné d'autres histoires au sein du groupe. Donc moi, j'en suis parti à ce moment-là. Et puis après ils ont continué, voilà, ils m'ont remplacé. Il y avait Gilles, et puis je sais même plus qui c'est qui avait un autre guitare. Bref, je sais plus. Bref, enfin, je suis parti, puis voilà, ils ont continué un peu. Ils ont fait un deuxième album, très bon. Donc moi j'étais content en tout cas de voir qu'ils continuaient. Mais bon, voilà, je pense que pas la messe était dite, mais Ouais. ça a créé quelque chose qui a pas pu vraiment se réconcilier, je pense. Ouais, j'ai pas écouté le second, je crois. J'ai le premier, je l'ai toujours, Mm. hein, Mm. il est dans la collection. Je l'aime bien, j'aime bien les compos et tout.
Je me rappelle juste d'un truc qui m'avait gêné, c'était la batterie, mais bon, ça c'est les limitations techniques de l'époque aussi, hein. C'est vrai. Forcément. En tout cas, c'était un bon album et puis c'était ambitieux. C'était pas non plus révolutionnaire, mais c'était bien fait. Il y avait une envie de bien faire et ça se sentait, quoi. Ouais, bah c'était l'idée, hein, mais voilà. Après, c'est vrai qu'on a pris vite la route, même avant la sortie de l'album. Ouais. Donc, et puis une fois que l'album est sorti, ben, ouais, c'était la route. C'est vrai qu'on avait beaucoup de dates. C'est vrai. Des fois, quand on s'est retrouvé avec Chris, il me dit, mais tu te souviens là-bas, on avait joué. Je fais quoi? Ah bon, on avait joué là-bas? Je m'en souviens. Non, mais c'est fou parce que j'ai vraiment une perte de mémoire des fois sur certains lieux, certaines dates. Et puis lui, Chris, par contre, il a une mémoire de fou, d'éléphant. Et il me dit, mais si là-bas on avait joué. Genre moi, les noms des salles, des fois, je m'en souviens à peine. Et puis après, il me dit, tu te rappelles, on avait joué avec un tel. Je fais, ah ouais, ok. Mais je suis même étonné moi-même d'avoir fait autant de dates cette période-là. Je me dis, c'est pas possible, on a vraiment fait tout ça. Et puis je regarde un peu mes vieux visuels avec toutes les dates et tout. Je fais, ah ouais, bah effectivement. Mais voilà, non, ça me paraissait fou à l'époque de faire tout ça. Mais bon, voilà, quand on n'a pas d'enfant, je pense que c'est plus facile, quand on n'a pas de responsabilité, de partir comme ça, salut, je m'en vais, voilà, bon, bah, cool, ça va. Et puis pas un taf prenant où on peut poser facilement des jours. Bon, mais bon, voilà, c'était un autre temps, comme tu dis. C'est vrai que ça commence à dater. Du coup, Chris, moi je l'ai pas mal vu après, hein. On a suivi un peu son évolution et puis moi je le croisais souvent à des concerts, on a des potes en commun et tout, donc j'avais des news et puis on a joué ensemble, on a fait un concert, il était encore dans Demande à la poussière. C'était le Argonauta Fest. C'était notre label de l'époque, tous les groupes. C'était le French Fest pour Argonauta, donc tous les groupes français signés chez Argonauta s'étaient réunis pour faire un concert au bar d'Atomique. Et bon, c'était cool, mais il y avait pas beaucoup de monde. Mais en tout cas, c'était une chouette soirée, puis c'était l'occasion de le revoir aussi. Et on a gardé contact depuis. Ah bah c'est cool, sympa. Mais du coup, après Jareld, t'as continué la zik ou t'as fait une grosse pause? Je sais pas du tout en fait. Après Jarel, j'ai tout coupé. D'accord. J'ai même pas refait de guitare. Ah ouais, c'était le ras-le-bol quoi. Il y a eu une répète où je suis allé, je dis les gars, stop, je peux plus, salut, je m'en vais, je me casse. Ah ouais, c'est chaud parce qu'en plus t'étais le compositeur principal, non? Oui. Voilà, donc pour plein de raisons, hein, mais voilà, là je pouvais plus, c'était plus un plaisir en fait. Il y avait le premier album, c'était la première pierre, et vu qu'on était dans une dynamique qui nous dépassait, je pense qu'on s'est mis trop de pression pour enchaîner sur un deuxième. Après, on avait des acteurs autour de nous qui nous pressaient aussi. Alors, c'était aussi nous peut-être un peu immatures à l'époque. Donc, si on avait eu plus de recul, on aurait dit attendez, non, ça, on peut pas faire ça, on peut pas honorer ça. Nous, on a envie de prendre le temps. Chose qu'on n'a pas forcément fait. Et on aurait dû dire stop. Et en fait, ça a éclaté. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand on rencontre des jeunes groupes qui sont dans cette dynamique-là. Avec Chris, on se regarde, des fois, ils viennent vers nous, ils nous posent des questions, on fait attention. Alors après, c'est notre histoire, c'est pas leur histoire, donc chaque histoire est différente. Les enjeux sont différents en fonction des vies de chacun. Sauf que quand on sait que quand il y en a 4-5 déjà dans un groupe, ça implique quand même pas mal de vies ensemble. Et il suffit qu'il y en ait un ou deux qui craquent et voilà, tu vois. Donc c'est une gestion humaine. Donc ouais, après, moi j'ai raccroché les guitares, mais littéralement, hein, je suis rentré, j'ai mis la guitare sur le rack et puis j'ai pu jouer pendant 10 ans. Ah ouais, c'est chaud ça. Je n'ai plus joué pendant 10 ans. Ça t'a pas manqué à un moment ou rien? Non, après, c'est vrai qu'il y a eu la naissance de ma fille, et puis ça a changé, après t'as plus le temps, Ah oui, tu changes de rythme de vie, c'est sûr, quand tu deviens parent, c'est
Après, oui, je vais pas dire que je touchais plus à la guitare. Je gratouillais. Tu vois, j'avais une vieille guitare sèche dans le salon. De temps en temps, je gratouillais, mais je savais plus quoi jouer, qu'est-ce qui me faisait plaisir. Donc, non, j'avais perdu toute foi, limite là-dedans. Je te jure, c'est vrai, hein, j'écoutais même plus de musique forcément. Ah ouais, c'est pas dégoûté, je pense que là, c'était vraiment le ras-le-bol. J'avais besoin d'une grosse pause et ça a duré plusieurs années. Ça arrive souvent, hein, t'es pas un cas isolé. Il y en a beaucoup qui font un vrai burn-out du truc et qui ne touchent plus. Il y a beaucoup d'exemples, hein, et c'est dingue parce que ce qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Après, quand ils reviennent, c'est peut-être un peu difficile, mais ils ont déjà le background, donc ça revient quand même assez bien, assez vite. Et des fois, ils sont meilleurs que qu'avant d'avoir arrêté. C'est vrai que parce que la niaque est différente, il y a la maturité, il y a le savoir-faire qui est là, et ça aide pas mal, quoi. Après, il y a un écueil aussi d'avoir lâché la scène, en tout cas le milieu, et même le contact avec le milieu, hein, c'est-à-dire même les personnes que je connaissais et que j'ai connues, voilà, de mes 13 ans jusqu'à mes 30 ans, mes 32 ou 33 ans, tu vois. Ben, même après, j'étais plus du tout en contact. Toi, c'était pas juste avec Jarel, c'était vraiment, j'ai coupé. C'est vrai que là, avec les Crelinf, avec le projet, je suis retourné dans la scène et puis je me dis tiens, mais en fait je reconnais des gens, j'ai l'impression que tout avait changé. Donc les premières fois où voilà, je me suis repointé, j'ai remis j'ai repointé le bout de mon nez dans quelques concerts, je peux vous dire tout a changé. Puis petit à petit, ah bah non, ouais, je connais. Donc il y a encore les vieux vieux briscards qui sont là. Donc ça, c'était plutôt le côté positif parce que on renoue contact assez facilement. Et même les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais là? Et alors qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bon, après je leur dis ouais, j'ai un petit projet, bon voilà, sans trop d'ambition, mais bon là je regratouille un peu. Et puis ouais, non, mais ce qui m'a redonné envie, c'était en 80. Voilà. Bah, voilà, je suis un peu à lapsus. Retour vers le futur, mec. En 2019, mais parce que c'était la date anniversaire, les 20 ans d'un drame que voilà, on a vécu avec une bande de potes à Orléans. Et du coup, je sais pas, ça m'avait donné envie de regratouiller à cause de ça. Tu vois, quand je parlais de message tout à l'heure, on a besoin d'exprimer des choses. Oui. Je pense que ces 20 ans, ça a vraiment réactivé quelque chose, pour lui rendre hommage, en tout cas, à cet ami qui s'est fait tuer. Et du coup, voilà, ça, de là est parti Crelinf. D'accord. Donc, on va aborder le sujet en détail maintenant. Donc, moi, je vais te dire comment j'en ai entendu parler. Ok. On va changer un petit peu. Très bien. Après, on va revenir sur la genèse. Moi, j'en ai entendu parler par Giu, à la basse. Ok. Ouais, mon Rash, je vais faire un album de black metal, tu vas voir, ça va te défoncer. Vous me voyez tout le temps, là, en ce moment, je fais des trucs pépères et tout, vous croyez que je me suis assagi, mais non. Je vais faire du sale, là, tu vas voir. Tu l'imagines bien le dire en plus. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai fait, ok, mais tu fais ça avec qui? Ouais, il y a Chris, il y a Dorian, de Jarel et tout. Ouais, c'est une team solide, c'est des gars qui savent ce qu'ils font et tout. Je fais, ok, bon, bah, tu me tiendras informé. Et après, j'ai oublié complètement le projet, puis, il y a quelques mois, je vois quand même que Chris commence à partager des choses. Et je me dis, ah ouais, bah, ça me dit quelque chose. Ah ouais, c'est ce dont il m'a parlé. Et donc, je me suis dit, ah ben tiens, y a des têtes que je connais qui reviennent, on va sur ça, quoi. Et à la batterie, vous avez Rémi, c'est ça? Ouais, on a Rémi, alors du coup, qui depuis n'est plus dans le groupe parce qu'il a des obligations avec Igor. Il était chez Ergal, mais il a dû aussi lâcher ses obligations avec Ergal, donc du coup compliqué musicalement, en fait, pas humainement, enfin je veux dire, c'est plutôt c'est un bon gars, hein. Ah ouais, non, c'est plutôt puis musicalement, il envoie il envoie le pâté, hein, ça va être compliqué là.
Non, mais c'est on a trouvé. Ah, T'inquiète c'est pas. bien. Non, bien sûr. Sur ce côté line-up, il y a pas de souci. C'est juste que oui, c'est vrai que Rémi, moi, j'ai connu Rémi quand je suis allé voir un concert justement de Demande à Poussière. Je suis allé voir Chris. Ils jouaient à l'époque. Ils partageaient le plateau avec Zwart Crown où était Ouais. Rémi. Et puis Regarde les hommes tombés. Mhm. Et puis donc avec Chris, on avait déjà plus ou moins commencé à peut-être éventuellement peut-être faire quelque chose. J'avais quelques maquettes, parce que là on était après 2019, donc j'avais déjà Mhm. quelques petites bribes. Et en écoutant Rémi sur Svartkrone, j'ai dit, en sortant, enfin tu vois, Chris sort de scène, enfin il était dans les coulisses, mais il sort après et tout. Je fais Rémi, tiens, c'est un mec comme ça qu'il nous faut. J'ai pas dit que c'était lui, j'ai dit que c'était un Oui. mec comme ça. Comme ça qu'il fallait. Ni une ni deux, Chris il va le voir, il dit ouais, j'ai peut-être un projet. Je le vois bien le faire en plus. Et puis voilà, on s'est échangé nos contacts. Il m'a dit ouais, bah Dorian, envoie-moi dès que t'as des maquettes, etc. C'est prêt. Je fais ok, bon. Puis j'ai recontacté des mois après parce que voilà, il y avait pas encore quelque chose de voilà, abouti. Oui. Et quand j'ai envoyé les maquettes, voilà, sa réponse n'a pas été longue. Il m'a dit j'en suis. Et il a voulu vraiment faire partie de ce projet-là. Il me dit ouais, franchement, ça envoie. J'aime l'ambiance, c'est black metal et en même temps avec une petite touche bien propre, bien singulière. Donc Oui, c'est bien. c'est quand même assez moderne, assez. On n'est pas dans le black metal orthodoxe fait avec les codes Non. d'il y a 30 ans, quoi. C'est vraiment un black metal renouvelé, on va dire. Et après, moi, je suis pas hyper connaisseur, mais dès les premières notes, ça m'a fait penser à Deathspell Omega. Pas Ouais, mal. beaucoup nous le disent, ouais. Ouais, c'est vrai. Puis bon, on en reparlera après, mais il y a d'autres trucs aussi qui sont remontés. Puis forcément, il y a on sent les racines qui viennent un peu du hardcore. Bah, Chris et moi, on a partagé cette scène-là. C'est ça. Alors, pas ensemble, mais dans Oui. nos parcours respectifs. Pourquoi? Moi, je viens du black metal. Enfin, tu vois, je te dis tout à l'heure, moi, Mhm. en faisant la guitare, voilà, quelques années après, ça a été vraiment quelque chose de fondateur dans mon jeu. Moi, mes références en termes de composition, voilà, c'est des groupes de black. C'est vraiment, voilà, j'y trouve vraiment mon compte là-dedans. Mais aujourd'hui, justement, là, je peux dire presque, enfin, je vais pas parler pour moi, mais par rapport à la scène black qui a bien 30 ans révolu, voire plus. Mhm. Aujourd'hui, c'est vrai que j'entends beaucoup de groupes que j'adore, mais je me dis, moi, je vais venir là avec un projet. Ok, je vais faire du black là, bon, et après, tu vois. Enfin, je suis pas venu en étude de marché, c'est pas ça, mais je me suis dit, moi, je viens, je vais faire comme tout le monde. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais tu Oui. vois, oui, il y a des codes, et je tenais pas forcément à les respecter, Mhm. et je voulais souvent, ce que je voulais respecter absolument, c'était pas dire je vais te mettre un peu de ça, un peu de ci, un peu une recette, je teste, ah ça marche, c'est bien. Non, pas du tout. Ce que je voulais faire, c'était respecter le message qui était à délivrer. Effectivement, on s'inscrit, il y a une charnière black metal, mais à un moment donné, dans la composition, si l'ambiance et la dynamique amènent un riff un peu plus hardcore, pourquoi je le mettrais pas? Mhm. Et là, j'avais pas envie de m'auto-censurer, à me dire ah non, 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 je fais du black, faut que je reste dans les codes, machin, donc là, non, ça fait un peu trop hardcore, faut que je trouve autre chose, etc. Non, le riff d'avant appelle celui-là. Pourquoi Donc, pourquoi je vais aller me priver? s'il est venu instinctivement, Exactement. faut le mettre, hein. Et de toute façon, avec Chris, on sait jamais enfin, lui, il écrit plus ce qu'il compose, il est plus des fois dans l'arrangement, mais on s'est jamais interdit de tester et d'explorer des. Voilà, on dit si ça amène ça, on va pas s'en priver. C'est contre. Moi, je trouve en termes de musicien, de se fermer dans une prison parce qu'on la trouve cool, alors c'est bien. Et encore, moi, enfin, même dans mon jeu, j'ai l'impression d'être en prison parce que c'est mon jeu, tu vois. Il y a des trucs que je voudrais faire, mais ouais, mais ça, ouais, c'est peut-être pas trop. Ouais, il y en a, ils vont partir plus dans du prog. Moi, prog, bon, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas.
Et moi, non, j'ai envie de respecter l'ambiance. C'est du voilà. Il y a un ami qui nous dit souvent, toi, tu fais du songwriting pop, parce que c'est vrai, mais j'aime bien les structures Oui. simples. Alors plutôt orienté black metal, parce qu'on n'est pas forcément que sur du couplet et du refrain, mais Oui. on est plutôt sur du ternaire. Mais voilà, pourquoi je vais réinventer ça? Et puis derrière, on a mis des petites touches. Et puis Chris, avec son chant puissant, me dit, toi, Super performance ah vocale ouais sur cet ouais. album. Tu Ouais. sens l'intensité, tu sens l'intention. Elle est là. Franchement, je sais qu'il va écouter, donc bravo mec. Bravo, t'as Bah, envoyé du lourd là sur ce coup-là. en parlant de ça, justement, Franchement. on a commencé les premières maquettes où il y avait un mélange de chants, voilà, à la Chris, et Mhm. de chants plutôt typés black, d'accord? Ouais. Et ça, ces maquettes-là, elles ont duré jusqu'à l'entrée en studio. Et en studio, bon voilà, alors batterie, un peu de mix de batterie, guitare, les basses, les synthés sont venus après. Et le chant. Ah, c'était le chant, Chris commence. Il commence à faire, je sais plus quel morceau. Et il fait à la Chris. Il fait deux, trois couplets, mais en fait, il avait presque oublié de chanter Black, tu vois. Ouais. Et puis, il ressort dans la cabine. Je fais, écoute, Chris, faut que tu chantes comme ça tout l'album. Il fait, quoi? Je fais, fais-moi confiance. Il me dit, ouais, mais je fais, on s'en fout. On a fait cet album pour être sincère. On a fait cet album pour dire, nous, ce qu'on a envie de dire. Il faut rester dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on veut transmettre. Ne cherchons pas à singer. Là, fais-moi confiance, je chante comme Chris. D'une, tu seras carrément à l'aise à sortir les choses comme tu as envie de les sortir, naturellement, parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Il faut que le songwriting ait l'air naturel, il faut que le chant ait l'air naturel. Tout ce qui arrive, toutes les ambiances synthé viennent d'une manière naturelle, que ce soit pas surfait, trop joué, surjoué. Même les riffs, ils sont simples en apparence, plutôt compliqués derrière, mais en fait, on voulait qu'ils aient l'air voilà, les plus Il y a beaucoup de mémorables. couches hein, au niveau des grattes. Hein. Souvent, il y a deux guitares. Ouais. Pas... Après, oui, En plus, on les a doublés, donc forcément, ça oui. fait des fois, voilà, ça peut faire 4, 5 Mur du guitares. son, ouais. Mais il y a deux parties de guitare différentes, voilà, pour créer des harmonies. Ouais. Mais voilà, mais Chris, je voulais absolument là, c'est l'album de la sincérité. On arrive dans notre parcours. Qu'est-ce qu'on a approuvé? On n'est plus dans Jarel, on n'est plus dans toi, on n'est plus dans. Qu'est-ce qu'on a approuvé? Rien. Rien. On a approuvé Ouais, à ouais, nous-mêmes. On a approuvé à nous-mêmes on veut sortir quelque chose qui nous fait plaisir et surtout sincère. Et surtout, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on raconte dans les paroles. exactement. Donc, on voulait vraiment faire cœur avec notre message. Eh ben, t'as bien fait parce que je trouve que le chant comme ça, il est. Je vais lancer un mot un peu assez énorme, c'est original, mais tu t'attends pas à écouter un groupe de black metal avec un chant pareil. En tout cas, pas tout du long. Et forcément, il y a des variations. Il fait du Chris, mais il y a plusieurs Chris. Oui, déjà il y a C'est ça plusieurs aussi. Chris alors. C'est ça, J'imagine le truc. s'il y avait eu plusieurs chants en plus. Alors, toi, non, il y a plusieurs Chris déjà et c'est bien parce que ça incarne bien ce qu'on voulait Ouais. transmettre et il l'a fait vraiment haut la main. Et ça c'est top. Et surtout, je reviens un peu tout à l'heure sur la jeunesse. Moi je vais venir. Je suis d'Orient, j'ai fait du black avant. Je regarde un peu la scène, comment elle a évolué. Il y a un peu de courant, quoi. Il y a comme tu dis, il y a un peu le courant orthodoxe que j'adore. Hein. J'en écoute et je vais au concert et puis je soutiens à fond cette scène-là. Et on va dire, il y a le courant un peu plus ce qu'on appelle post-black, même si. Ouais, qui s'est qui a bien évolué. Hein. Pourtant, moi, je pensais pas qu'avec les Colins, on allait nous cataloguer dans le post-black, mais bon, après coup, je peux comprendre. Ok. En fait, dès que tu sors des codes du black metal traditionnel, forcément, les gens ils savent plus trop comment te cataloguer et ils ont besoin de te mettre dans une case. Hein. C'est humain. Surtout dans notre société actuelle, il faut que tu sois dans une catégorie. C'est pas possible que tu c'est sois un normal. électron libre comme ça. Bon. Non, mais je pense que après, pour échanger, c'est plus facile. Dire, tiens, écoutez, Crolin, c'est quoi? Bah, c'est un peu post-black. Déjà, ça peut donner une idée, tu vois, Ouais. à quoi s'attendre. Donc,
je jette pas la pierre à ceux qui cataloguent, hein, je le fais moi aussi, mais bon, j'aime bien après me faire ma propre opinion. Et après, tu peux pas dire non plus que c'est du black metal pur et dur, quoi, parce que forcément, Non. il y a Non. il y a il y a énormément de variations sur le thème, quoi. Donc, Mais il y a un et ce qui est très bien, hein, d'ailleurs. il y a un titre qui s'appelle Missive, qui est plutôt voilà, même en BPM plutôt calme. Mhm. Et quand on avait écouté les maquettes chez Edgar au studio Oui. là, On salue d'ailleurs. Hein. et on s'était même fait la réflexion, hein, c'est le titre un peu à part, est-ce qu'il rentre dans la ligne, on hésitait à le mettre, hein. Mhm. Et moi je les ai regardés, je fais mais non mais les gars, ça c'est un titre qui est black metal, ok il est plus cool, ok il y a pas de blast, ok il y a pas de chant black, il y a limite une intro en clean, voilà, il y a un refrain en statue, mais et je fais et ça c'est black parce que l'esprit qui est dedans il est black. Et moi j'arrête pas de dire il faut incarner ce côté black, et c'est pas forcément qu'une musique. Moi ça fait 30 ans que je vis avec ça, tu vois, avec ce regard-là, avec cette vision-là et avec ce cœur-là, tu vois. J'ai vécu des drames dans ce milieu, et en même temps c'est ce qui m'a forgé, donc je peux pas oublier ça. Et forcément ce genre de titre peut être considéré un peu en décalage des autres, déjà il crée une pause dans l'album, ça évite d'avoir un album qui va à 100 à l'heure du début à la Ouais, fin, monolithique et voilà. ouais, Ça, y a rien. Moi-même, quand j'en écoute, je fais au bout d'un moment, bon, bah, c'est bien une fois, mais des fois, j'ai du mal à le remettre deux fois, tu vois. Je dis, non, peut-être pas deux fois. Alors, c'est voilà. Bon. Après, je te coupe 2 secondes. Je pense que votre album, il s'écoute d'une traite aussi. Pour l'apprécier dans toute sa, enfin, j'ai l'impression que c'est un album qui s'écoute de bout en bout, et que c'est pas un album que tu vas écouter tous les jours forcément. Non. Mais il faut prendre le temps il faut se poser et l'écouter. Oui, je vais pas aller vite. Il y a une ambiance, il y a énormément de ouais. il y a des montées la tension monte énormément. Il y a beaucoup de climax sur cet album, et il y a aussi beaucoup de moments un peu plus calmes, hein. Oui. Mais ils sont pas si calmes que ça aussi. Il y a une certaine ambiance. Voilà. C'est que les moments calmes ne le sont pas tant que ça au final. Et puis, on va en reparler aussi après à côté, mais il y a aussi pas mal d'arrangements qui rajoutent une certaine ambiance. Moi, j'ai trouvé ça bien réussi. Des instruments. Je sais pas si c'est des instruments ou si c'est des trucs que vous avez programmés, samplés. Tu me diras. Hein. Et il y a pas mal d'éléments comme ça qui viennent rajouter des textures très intéressantes. Tu parles de quel instrument Je parle, il y a de l'accordéon. C'est un vrai accordéon. Hein. Ok. Il y a aussi des samples un peu plus industriels par moment. Effectivement. Il y a même des beats un peu électro, enfin pas électro mais indus. Ouais, c'est très léger, hein. Pas... Oui, mais c'est des trucs. Ça fait encore partie des choses qui viennent ajouter une petite touche et une ambiance. En accalmie peut-être. Mais c'est vrai qu'après un parpaing de blast comme ça, et tu mets des petites ambiances comme ça un peu dissonantes, c'est quand même pas mal aussi, je trouve. Justement, pour faire le lien avec le parcours, on parle justement des claviers, des arrangements, plutôt FX. Un mois avant le studio, avec Chris, on s'est retrouvé à un concert. C'était qui jouait? Je crois que c'est 7. Voilà, mais c'était à Saint-Germain à la clé. On s'est retrouvé à ce concert-là. C'était un mois avant notre entrée en studio. Et on recroise, mais tiens-toi bien, Jean, le clavier de Jarel. Ouais. Et moi, j'avais pas vu à l'époque Chris depuis, on s'était pas revu depuis 10 ans. Et après, on s'est recroisés, et puis bon, ça a rematché comme la veille, même si on s'est foutu sur la gueule, hein, parce qu'on avait beaucoup de passifs à régler. Foutu sur la gueule, en tout cas verbalement, hein, je vais pas dire. Oui. De toute façon, c'est vos histoires, ça. Vous êtes des bonhommes, c'est bon, vous réglez ça entre vous. Ça m'intéresse pas. Hein. Et en fait, un mois avant, donc on recroise Jean, et en fait, moi je l'ai pas vu, il sortait,
il repartait et c'est Chris qui le chope, il dit hey Jean. Alors du coup Jean il parle et puis tout d'un coup Jean il se tourne et puis il me voit. Et là il comprend pas parce qu'il dit attends, Chris et Dorian même endroit au même milieu. Il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas. Dans le pâté. Donc t'aurais vu ses gros yeux, genre t'es étonné, fait oh Dorian, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, on va à un concert, tranquille. Alors, il comprend pas, il nous demande un peu, voilà, bah ouais, il y avait beaucoup à raconter, mais bon. Et au fur et à mesure de la soirée, Chris lui demande mais du coup tu refais de la musique? Alors lui bah non, pas trop, un peu comme moi, un peu le même profil, tu sais, genre ouais, il bidouille mais genre sans plus. Et puis il dit de toute façon moi si je devais refaire un groupe, ça serait qu'un groupe de black. Ah génial. Avec Chris, on se regarde, on fait ok, bah écoute, bah t'as un mois avant le studio. Il regarde, il fait, c'est-à-dire, bah en fait, là avec Chris, on refait un groupe de black et dans un mois on rentre en studio. Il fait quoi? Donc il me dit bah attends, envoie les maquettes. Enfin le mec il a rien écouté, tu sais, genre je fais ouais c'est vrai, c'est pas con. Donc du coup le lendemain je lui envoie les maquettes, il me répond, il me dit ouais ok ça roule, ça me plaît, ok j'en suis, juste j'ai plus de PC, j'ai plus rien, faut que je rachète des trucs pour voilà enfin programmer. Et il dit j'ai mon clavier maître mais j'ai plus ma plus rien à brancher dessus. Ouais et du coup on dit bon bah écoute c'est pas grave hein, si tu peux pas y a pas de souci hein. Moi j'avais déjà fait quelques programmations de mon côté, après j'ai pas son talent et ce qu'a apporté Jean voilà ça a été aussi énorme. Il a beaucoup voilà suivi en tout cas les programmations que j'avais, mais il s'en est pas mal écarté à certains moments et j'ai été le premier surpris et le premier agréablement surpris, et ça a donné aussi voilà cette profondeur qui a enrichi Écrelinf. Et donc ouais fou quoi. Fou. En fait Écrelinf vraiment ça a été une succession de planètes alignées voilà, étalées dans le temps, mais voilà c'était ça roulait jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée au studio quoi. Donc, raconte-moi un peu le passage en studio avec Edgar. Bon, vous le connaissiez déjà tous, ou peut-être plus Chris. Je sais que Chris a fait beaucoup d'albums avec lui. Ouais. Il est à la maison là-bas. Bah, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire si on allait chez Edgar, on voulait aussi trouver nos marques et avoir nos repères. Puis bon, voilà, en connaissant Edgar, en connaissant son travail. Connaissant aussi son accueil, donc ça a été vraiment quelque chose de très agréable et ça nous a permis de nous installer directement en mode voilà, on n'avait pas des repères à prendre, on connaissait, tu vois, donc ça c'était plutôt agréable. Et le gars a vraiment fait du super bon taf. Ouais, on est resté 2 semaines bien pleines, voire 2 semaines et demie, puis après il y a eu pas mal de soirées pour le mixage et le mastering. Bon, en tout cas pour les prises ça s'est étalé sur 2 semaines et demie. Puis non, ça a été super. Voilà. Après, tout le monde n'était pas là en même temps, hein, mais parce vous avez tout fait chez lui. Alors, sauf Rémi qui lui a enregistré dans le sud, et il nous a envoyé après les bandes. Il a envoyé à Edgar directement les bandes, et ça s'est super bien passé. Donc il y a rien à dire, vraiment une star ce Rémi. Voilà, il pouvait pas monter et il avait des impératifs et il a dit mais c'est pas grave, moi j'ai ce qu'il faut pour enregistrer à la maison. Donc moi j'avais un peu, je me dis attends, c'est-à-dire parce que ça sera peut-être pas aussi bien que les prises en studio, est-ce qu'il a vraiment tout le matos? Bah écoute, apparemment ouais, il est bien équipé. Ouais, il est très bien équipé. Quand il m'a envoyé les premières prises, je fais ok super. Ça va le faire. Et puis Edgar a confirmé, dit non, la qualité des prises c'est génial, tout était bien calé, donc écoute génial. Après j'ai enchaîné sur la guitare, Joe est venu après à la basse. Ça a été un épisode, comme tu penses. Je pense que voilà, ça a été bonne bouffe. Ouais, bah oui, forcément, ça va dans le package. Voilà, bonne bière et bonne bouteille de vin. Ouais, non, génial, c'était un monstre aussi. Lui aussi, il a apporté sa profondeur et puis il y a ses arrangements. Ouais, il a pas fait que suivre les grattes. Hein. Il y a vraiment des arrangements. Ça se détache bien en tout cas. Oui, c'était important, voilà, de le mixer et qu'on l'entende aussi. Toi, c'était. Et ça fait pas non plus basse ultra technique rajoutée par dessus. C'est vraiment intégré quoi. Ça apporte quelque chose et c'est une belle écriture. Ouais. La basse
à sa propre vie, tu vois, mais pour servir le morceau et puis l'album. Donc voilà. Après, Chris a fait ses prises et puis en dernier, je crois que c'était Jean qui est arrivé pour apporter la dernière touche finale, un peu comme la cerise sur le gâteau. Et non, c'était vraiment une super bonne expérience. C'est toi qui as fait toutes les grattes, du coup? Oui. Oui, j'ai fait toutes les grattes. Comme ça, c'était plus facile de les faire comme ça. Je connaissais mes parties. Donc, ça a été. Mais le temps passe vite en studio, hein, tu le sais. Le temps, on n'a jamais assez de temps. C'est ça. Donc, plus vite, mieux on fait, plus vite on fait, mieux c'est. Et puis bon, après des journées de studio bien remplies, on est bien crevé aussi. Donc, la concentration déjà, ça tue. Exactement. Et physiquement, tu donnes. Hein. Ah ben on sortait vanné, on sortait vraiment vanné. Et puis même quand c'est pas à son tour, quand c'est pas son tour, moi voilà, quand Chris par exemple faisait ses prises, moi j'étais avec les paroles, Edgar avait aussi des paroles. Limite il connaissait partie Chris, mais on essayait de voir qu'on pouvait faire de mieux, on essayait de voir comment caler au mieux, tu vois. Tiens, refais parce que ça, si ça sonne comme ça va peut-être mieux le faire. Voilà. C'était limite des fois de couplet en couplet, donc faut être concentré, faut faire plusieurs prises, prendre la bonne, et puis bon. Du travail de studio standard, hein, mais c'est vrai que c'est très éprouvant. Les textes sont basés autour de Voltaire, c'est ça? Non? Pas que. Pas que. En tout cas, ce qu'on a voulu garder de Voltaire, c'est plutôt sa philosophie, mais d'une manière globale. Et s'inscrire dans ce cadre et nous derrière raconter notre histoire avec ce chapeautage de Voltaire au-dessus de nous. Et on a plutôt parlé de quelque chose d'intime qui nous renaît. Alors après effectivement on parle beaucoup on est plutôt anti-dogme, surtout religieux, de toute religion, mais aussi dogme politique et surtout les dogmes personnels. C'est sur ce terrain-là qu'on est beaucoup allé chercher. Parce que même si on parle des dogmes religieux qui peuvent avoir leurs écueils et puis leurs dérives, on s'en donne aussi beaucoup nous au quotidien en tant qu'humains. On a nos propres croyances, on a nos propres visions et des fois on fonce tous les jours avec ça, en dénonçant les dogmes du voisin sans voir les nôtres. Voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup animé parce qu'avec Chris, quand on s'est retrouvés avant de faire Écrelin, et en se mettant sur la gueule, comme on a dit tout à l'heure, on a beaucoup débattu, sur nos visions respectives, mais surtout philosophiques et même spirituelles. Et ça a nourri les textes. Comprendre l'autre. Exactement. Et moi, ça m'a sauté aux oreilles. Hein. Je sais pas si c'était un hommage ou si c'est le hasard. Hein. J'ai eu l'impression d'entendre une partie à la misanthrope, carrément. Ah oui. Dans la façon de déclamer son texte. Hommage à Philippe. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, j'ai pensé direct à lui. Non, alors après, c'est vrai que le chant en français, après dans le black metal, ça commence à c'est de plus en plus se faire. Et tant mieux, moi, dans le black je sais pas, dans les années 90, fin des années 90, il y avait Seth déjà, hein, par exemple, qui faisait du français. Il y avait d'autres groupes qui chantaient en français, mais ça restait quand même assez anecdotique. Oui. Et quand on a fait Écrelin avec Chris, c'est vrai que du coup, je me suis dit là, non, on prend Voltaire, donc c'est français. Il n'y a pas de refaire en anglais, c'est n'importe quoi. Là, c'est que français. Et puis, si on veut exprimer quelque chose de très sincère, il faut l'exprimer dans notre langue natale. Celle avec laquelle on est à l'aise, celle avec laquelle on en comprend les nuances, et celle avec laquelle on en comprend surtout les forces. Et on a écrit avec ce scope-là en tête. Et je dis on a écrit parce que c'est vrai qu'il y a quelques textes où on va dire les squelettes c'est moi qui les ai apportés, et puis il y a d'autres, l'autre moitié des textes c'est Chris. Et l'un et l'autre, on faisait nos propres arrangements, on se nourrissait. Quand on faisait les maquettes, on corrigeait des fois mot par mot, syllabe par syllabe. Des fois, on faisait attention à ça, surtout à la teneur. Donc, on a coécrit.
Alors après, voilà, après même si Chris c'est lui le littéraire du groupe, hein, effectivement, mais ça a été vraiment une collaboration autant sur la musique parce que voilà, je suis compositeur principal, mais Chris avait beaucoup d'idées d'arrangement Mhm. qui ont vraiment fait la différence. Et Chris sur les textes, alors lui, il t'en écrit au kilomètre. Donc ça, l'inspiration, il n'y a pas de souci. La source n'est pas tarie. Non, pas du tout. Et puis après, voilà, moi, des fois, avec mon recul, c'est souvent question de recul. Moi, je fais, voilà, je compose, j'ai pas le recul. Lui, il l'a, et lui, il écrit, il a pas le recul. Moi, je l'avais, et voilà, on s'est nourri l'un l'autre pour faire ces deux parties. Yes. Tu veux élaborer un peu sur le nom du groupe? Écrasons l'infâme. Bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur plutôt. Alors, écrasons l'infâme, c'était vraiment une notion de Voltaire. C'était, c'est pas un acronyme, mais c'était vraiment une marque qui mettait à la fin de ses correspondances pour pas se faire retoquer par le pouvoir royal, parce que quand il écrivait écrasant l'infâme, il pouvait être, il pouvait tomber sur le coup enfin pas d'une condamnation, mais en tout cas, il pouvait se faire retoquer. Et il a fait une abréviation d'écrasant l'infâme en lymphe. Et ça, c'était vraiment une invitation à son interlocuteur, en tout cas avec ceux avec qui il correspondait, de garder en tête que écrasons l'infâme, c'est écrasons voilà, tout ce qui est mauvais aussi à l'extérieur en nous, mais c'était surtout contre les dogmes religieux. Et nous, on l'a pris plutôt d'une manière intérieure. Alors après, ça veut pas dire qu'on veut pas voir ceux à l'extérieur, mais si déjà on commence par l'intérieur, ça reflètera surtout les infâmes à l'extérieur. Donc le voir en nous, c'est mieux savoir le combattre déjà en nous-mêmes, et ça sera mieux savoir le combattre aussi à l'extérieur. Donc Écrelin vient de là, et ça fait écho à notre histoire avec Chris, où effectivement, avec Jarel, à la fin de Jarel, on n'a pas su écraser nos infâmes. Et voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on a fait après, 10 ans après. On a mis nos égos de côté, et on a voulu faire distinguer nos infâmes sans forcément, comment dire, les prendre de manière personnelle. Voilà, s'identifier à ça. On a réussi à les mettre de côté, ne pas se dire je suis ça. Non, je suis Dorian, j'ai mes infâmes à côté, on s'en dissocie. Et on les a regardés avec Chris se battre. C'est un peu comme, je sais pas, là ils aiment bien Pokémon, moi j'aime pas, mais bon, c'est un peu, voilà, on avait nos monstres, et puis on les regardait se battre, et puis finalement, nous on était les dresseurs derrière, et puis bon, ça va, ouais, ça va, bon, viens, on va boire une bière, et puis On va voir le score à la fin. le score, ça fait l'album des Crelins, voilà, donc c'était plutôt cool. Et du coup, cet album, il est sorti. J'imagine que là, au niveau de la distribution, on peut le trouver un peu partout. Je sais pas, j'ai pas regardé. En tout cas, d'un point de vue international, c'est Mind Kingdom. De toute façon, c'est le premier label. Hein, c'est Mind Kingdom, c'est le label principal. C'est sur Saturn Records qui s'occupe de la distribution française. D'accord. Donc oui, on peut le trouver déjà chez des disquaires. J'ai déjà vu des remontées à ce sujet. Maintenant, je sais pas dans quel ordre, hein, dans quel volume. Ça, je sais absolument pas dans les papiers. On peut le commander directement auprès du groupe, sur un Bandcamp par exemple. Ça serait non, on passe que par le label My Kingdom Music ou sur Saturn Records. Donc faut aller sur les stores de ces labels. Voilà, c'est des big cartels, ils ont un big cartel chacun. Ok. Donc si vous tapez dans Google sur Saturn Records, vous allez tomber sur leur big cartel, et donc là vous pouvez même pas précommander, c'est commander l'album en vinyle, en CD. Il reste encore quelques t-shirts, mais plus beaucoup, je crois. En tout cas chez Source Saturn. Et puis du coup, il y a My Kingdom Music, le label italien. Lui aussi, il a un Big Cartel. Il a son store sur Big Cartel. On peut le commander à cet endroit-là aussi. Très bien. Et ça sera, c'est les deux sources uniques pour commander. Il n'y a pas de commande directement auprès du groupe. Ok. Donc tu parlais de date éventuelle de concert. Enfin, en tout cas, vous travaillez pour ça. Du coup, j'imagine que pour le moment, il n'y a rien d'annoncé. Non, je peux pas. Je peux pas annoncer les dates. Non, mais il n'y a pas de souci.
Et par contre, est-ce que tu veux nous parler du line-up actuel ou le line-up live? Ou ça aussi, tu peux pas en parler? Non, parce que on risque de faire une annonce bientôt, alors du coup, je préfère pas, Ok. je préfère Non, mais il n'y a pas de pas souci, hein, t'inquiète. devancer. Pas de souci. En tout cas, il y a un line-up. Effectivement. Voilà, bon. Bah, je vais pas te demander si les gars de l'album seront aussi sur scène. Ah non, mais On le découvrira le moment venu. Si, Attends, le noyau dur sera là, c'est clair. Non, même le noyau très très dur sera là. Enfin, très très dur. D'accord. Même un peu élargi sera là. Hein. Et ça il va changer très peu le line-up. Hein. Il change très peu. D'accord. Du coup, la question qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce que c'est pas une première marche vers une reformation de Jarel, éventuellement? Non, pas du tout. Beaucoup y ont pensé avant toi. Ah bah forcément, il y a tout qui converge vers ça, donc c'est une probabilité. Hein. Non, c'est un projet différent. Voilà, comme tu as entendu, même la musique. Ah oui, ça n'a rien à voir, hein, c'est sûr. Après, on peut en trouver peut-être des émanations. Certains fans de Jarel de l'époque ont dit dans Écrelin, il y a quelques passages où on aurait pu. Oui, ok, peut-être, c'est vrai, parce que après, effectivement, maintenant, le noyau. Ouais, franchement, c'est super différent. Hein. Bien sûr que c'est différent. L'approche est vraiment différente. Mais voilà, maintenant c'est devenu notre ADM, c'est un autre projet, c'est un autre message à délivrer. Et ce qui était Jarel, ça reste à Jarel. Et puis maintenant c'est Écrelin parce que c'est plus le même délire. Ça serait un non-sens. Ce serait un non-sens. Mais en parallèle, non. Ça vous dit pas éventuellement? Voilà, on a déjà très 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 peu de temps. Les ressources en temps sont très limitées. Les agendas de chacun, c'est vraiment des agendas de bâtards. Donc déjà de s'aligner sur un projet comme il faut. Là, avec Chris, on a sorti l'album c'était en mars, mais on a enregistré l'album en mai 2023. Ouais. Donc en grossissant le trait. Ça fait presque 1 an à préparer la promo et à faire la promo. Ça a été ça c'était un marathon, donc pas le temps d'avoir 10 projets à côté. Il y a tellement à faire. On a des interviews qui tombent à droite, à gauche. On a des sollicitations aussi. Alors je veux pas en parler là, mais des dates éventuelles. Donc voilà, il y a plein de discussions à avoir. On a vraiment la langue pendue au téléphone presque tous les jours. Hein. C'est vraiment quelque chose de quotidien. Donc non, faire un autre projet. Enfin, en tout cas, moi, je suis monoprojet. Je sais que je peux pas être sur plusieurs projets. Ça t'avait pas manqué tout ça pendant 10 ans. Hein. Ouais, mais je me dis en plus, moi, je vais faire un petit. Alors à l'époque, Chris était dans Demande à la poussière. Il était encore dans Demande à la poussière quand on a amorcé Écrelinf. Et l'idée, moi j'ai dit, l'idée des Écrelinf, c'est un side project. Je gratouille dans ma cave, je fais quelques petits riffs, bien mettre un peu le chant par-dessus et c'est tout. C'était vraiment l'ambition pour moi ultime. Voilà, il y avait même pas d'ambition de faire un album, pas d'ambition de faire encore moins un CD, un vinyle, encore moins de faire des dates, et encore moins d'avoir un line-up, et encore moins de faire des répètes. Tu vois, pour moi, c'était juste, petite maquette, petit projet pas ambitieux, c'est juste pour se faire plaisir, et puis un prétexte surtout pour se voir, parce que pendant les phases de composition de l'album, quand on se voyait avec Chris, on a fait ça à deux, hein, quand on se voyait avec Chris, principalement à deux. Après, je parle pas de tous les arrangements de Joe et de Jean et puis de Rémi, hein, ça a été un travail qui est venu a posteriori. Mais les fondations, les premières maquettes, c'était un travail où on commençait à travailler qu'à minuit. On se voyait en soirée à partir de 18h, 19h, tu vois. Et on parlait tellement de tout et de rien. On commençait vraiment à travailler à minuit. Donc là, tu travailles 2-3 heures et tu es fatigué, t'en peux plus. Donc les premières maquettes sont sorties avec quelques heures, en fait. En quelques heures, si je les mets bout à bout, c'est même pas une semaine, tu vois, c'est même pas 35 heures. Après, il y avait beaucoup de travail plutôt personnel, moi, de réajustement et recalage à la maison, mais à deux, on s'est pas vu tant que ça. Il y avait beaucoup de travail, alors lui d'écriture de son côté, moi de composition. Et à deux, ça matchait tellement bien, on se connaissait déjà dans Jarel, donc dans le workflow, on le connaissait. Ouais, il n'y avait pas besoin de savoir comment se parler. Si c'est de la merde, c'est de la merde.
Tu vois, souvent, des fois, il y a des blocages comme ça dans les groupes. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, On j'ose va, pas dire. ouais, on va essayer d'arranger. On va essayer. Non, non, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah ouais, ok, c'est de la merde. T'as raison. Et ouais, il y a pas eu tant d'échecs que ça, au final. Peut-être eu un titre de recomposé entièrement, mais sinon, le reste est sorti comme ça. Ouais. Mais bon, voilà, t'as raison. Après, ça nous a pas dépassé, mais j'ai dit à Chris, je nous connais. Il fait, qu'est-ce que tu veux dire? Je fais, mais on va pas pouvoir rester comme ça juste à faire un side project. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Là, on parle déjà label, machin. On avait déjà envoyé les maquettes au label. Je fais pour un petit projet qui est censé rester dans son garage. Moi, je Ça va parlais un pas peu de vite, là. moi, je parlais pas de label. Alors, on envoie ça à My Kingdom au label parce que bon, Chris, il avait déjà fait deux trois choses chez lui. Moi, je me dis bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il va prendre Crelin? Enfin, ça sort de nulle part, toi, comme tu as dit tout à l'heure, ça sort de nulle part. Qu'est-ce qu'il va prendre? Le mec, il dit ah c'est bon, je prends. Je fais, ah merde. On est obligé. Ah merde, on est obligé. Alors bon, non, mais bah, après, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bien sûr. Tu fais bon, bah là-dessus, ok, c'est bon. Et puis après, Chris, voilà, a dit, bah nous, pour la distrib française, on veut prendre avec Source-Aton. Enfin, c'était pas Chris, parce que Chris, étant dans le label, il voulait pas trop, voilà, faire. Ouais, pas de conflit profil d'intérêt, quoi. Non. Donc j'ai plutôt traité avec Arnaud. C'est Arnaud qui a été décideur sur ce point-là. Donc le président de Source-Aton. Bon, lui, il a pris le volet, il a plutôt suivi My Kingdom. Hein. Ils font la distribution française, mais c'est My Kingdom qui a pris en charge vraiment tous les frais d'album, hein, pressage, enfin tout ce qui va. Hein. Donc, sur Saturn, on arrive vraiment en bout de chaîne pour la distribution française. Ça, je tenais à le dire parce que bon, certains peuvent voir peut-être des conflits d'intérêts, il n'y en a pas eu. Même des choses que des fois sur Saturn paye à des groupes, nous on les a payés avec Chris de notre poche, donc c'est des choses qu'on voulait pas, enfin on voulait aussi les faire par nous-mêmes. Donc voilà, ça je veux vraiment poser le truc parce que ça s'est revenu plusieurs fois à nos oreilles et j'ai pas envie qu'il y ait de Ah ouais, bah, c'est bien aussi de pouvoir régler les comptes. Hein. Non, je veux pas qu'il y ait de malentendus. Il n'y a pas eu de favoritisme parce qu'il y avait Chris sur Saturn. Financièrement, voilà, on a beaucoup aussi lâché parce que bah, voilà, un album c'est pas gratuit. Non, et puis voilà, les clips on les a fait par nous-mêmes, on a acheté notre matos nous-mêmes. Voilà, il y a rien eu de, c'est juste la distribution. Donc voilà, il y a pas eu de favoritisme à ce point de vue-là. Même, je dirais même au contraire, parce que tu connais Chris, et lui, quand il y a des choses comme ça qui pointent le bout de son nez, il veut vraiment prendre des distances, il veut vraiment que ça soit pas pris comme tel. Donc, et c'est à son honneur, et ça, c'est très bien, donc c'était plutôt avec Arnaud. Si Arnaud avait dit non, ça aurait été non. Hein, ça, oui, carrément. Il respecte, hein, donc... et ça aurait été correct. Hein. De toute façon, moi, à la base, je voulais jouer dans ma cave, donc tu vois. T'as pas peur que justement le fait que ça aille vite, que ce soit tout de suite hyper sérieux, t'as pas peur que ça te freine à un moment, que ça te rappelle de mauvais souvenirs? Ben, avec Chris, on a mûri là-dessus. On a beaucoup échangé à ce sujet. On s'est refait le fil de Jarel et on a tiré des leçons. Donc aujourd'hui, on est plus à même de dire attends, ça va un peu trop vite, on peut freiner. Il y a pas de souci. Le rythme des répètes à venir, ça sera pas le même que ce qu'on avait avec Jarel. Il y aura beaucoup de travail aussi personnel à fournir, mais après c'est une trame. C'est vrai qu'avec Chris, on se donne tous les jours. Ça peut rappeler des fois des moments un peu durs où faut gérer aussi ça de front avec toutes les charges quotidiennes que tout le monde a. Hein, donc c'est non, on arrive à ventiler mieux. Après, c'est vrai que c'est parti vite. Je pensais pas. C'est vrai que j'en suis le premier étonné et après le premier surpris. Alors agréablement, mais derrière faut fournir, tu vois. C'est quand tu sors un album, puis qu'on dit tiens, vous jouez là, mais non, mais attends, on n'est pas prêt nous. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'était pas la roadmap. On s'est pas entendu pour ça. Mais non, mais après,
tu peux pas savoir. Tu sors un album, ok. Nous, on s'est engagé à faire la promo et encore très peu, parce qu'on est suivi par l'agence Singularité, donc on est plutôt en bout de chaîne à répondre aux sollicitations. Mais s'il y en a pas de sollicitations, l'agence ça t'envoie rien. Hein. Donc là, il y en a eu, et il y en a eu beaucoup, enfin en tout cas pas mal, et ça fait plaisir. Maintenant, il faut y répondre. Donc là, on est presque en mode projet avec Chris. On s'est fait un tableau, un Kanban avec voilà, tout étiquette dedans. Qu'est-ce qui est en cours. Donc, ouais, ça devient sérieux, ouais. C'est plus genre, je t'envoie un mail, ouais, tu peux faire ça, y a pas de souci. C'est que maintenant, on est en mode projet. C'est juste pour s'en sortir et s'organiser parce que c'est oui. y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça T'as c'est des tâches en retard, mec. ouais, non, mais c'est des méthodologies qu'on n'avait pas à l'époque de Jarel. Sur ce volet-là, après, on n'a pas pour ambition de faire autant de dates que Jarel. Voilà, c'est sûr, on ne pourra pas les honorer, on préfère les choisir. Voilà, enfin, en tout cas, celles qui nous semblent intéressantes à faire. Après, on vient de nulle part, on s'attend pas à avoir, on s'attend plutôt à jouer avec des groupes, avec des potes, tu vois, installés dans la scène plutôt que, voilà, on viendra plutôt, voilà, pour pour faire un warm-up en tout cas. Voilà, je me vois comme ça en tout cas. Enfin, je m'imagine comme ça et ça sera cool. Et moi, Non, mais c'est bien, c'est bien. Je pense que le groupe a un bel avenir, en tout cas. bah, Je merci, souhaite ouais, cool. énormément de réussite. Hein. Il y a ce qu'il faut, en tout cas. Il y a l'originalité, il y a le travail, il y a la qualité d'écriture. Il n'y a pas de secret. Hein. Je pense pas que ça passe inaperçu non plus. Je parlais de mode projet. Moi, dans mon taf, il y a une matrice qui est souvent utilisée, c'est la matrice gain-effort. Ça veut dire que ça se décompose en 4 parties et tu as les abscisses et les ordonnées au milieu, tu as les efforts à fournir et les gains que tu peux gagner en fonction des efforts. Et des fois, tu as des tâches qui vont demander beaucoup de travail, mais qui vont produire très peu d'impact. Et donc tu vois, tu parlais de travail, des fois, oui, tu peux. Ça, c'est un peu le côté ingrat quand tu fais de la musique, parce que tu peux avoir beaucoup travaillé un album et derrière, bah, très peu d'impact. Personne ne l'écoute ou ça arrive. Hein. Il a beau être bien et ah oui, en pas plus, dans les bonnes oreilles. Et des fois, c'est peut-être pas le moment, surtout. Des fois, c'est pas le moment. Et puis, je sais pas, si c'était sorti 3 mois après, bah, ça aurait fait. Et tu redécouvres ces albums-là généralement des années plus tard. Putain, mais c'était bien ça quand même. Pourquoi ça a pas marché? Ouais, voilà. À quel niveau ça a merdé? C'est une question de moment. Il faut qu'une musique rencontre son public à un moment donné. Donc, des fois, t'as beau fournir beaucoup de travail, le bâcher, réécouter, travailler dessus, composer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, avec Chris, on a essayé de faire plutôt impact. Enfin, très peu de temps. On a très peu de temps l'un et l'autre. Ouais, on va optimiser. Faut optimiser, voilà. Et puis impact. Et c'est vrai qu'avec Roland, bah, on a essayé de faire quelque chose d'impactant. Et ça, tu parlais un peu du côté un peu hardcore à certains moments, les petites touches, mais moi, c'est souvent, quand je faisais des groupes de blagues, personnellement, c'est des choses qui, des fois, je regrettais de pas mettre. Je me dis, il y a un moment donné, là, j'aurais bien vu une petite simple pédale, tu vois, la grosse caisse, et plus de double, plus de blast, tu vois, et un bon riff, bien groove, tu vois, mais, mais non, ça fait pas blague, tu comprends. Et là, je me suis dit, allez, fuck, vas-y, on en fait. Et après, il n'y en a pas tant que ça, mais ça permet de faire Non, il n'y a pas tant que ça. Ça permet de faire des petits rebonds, tu vois, des petits rebonds qui relancent un peu la dynamique. Ouais, en tout cas, il est super dynamique, même si, encore une fois, je le dis, hein, il est très bourrin. Mais il y a vraiment, il y a des belles évolutions dans les morceaux. C'est franchement bien foutu, quoi. Ok, bah merci. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de travail, hein, perso. Mais si je compare avec Jarel, ouais, on a carrément plus optimisé le temps, en tout cas d'écriture et de composition. Parce que bon, après on surfait aussi sur notre manière de fonctionner. Je me rappelle quand on s'était revu avec Chris pour Ecolin, enfin il y a quelques années là. Il m'a dit pourtant il a fait d'autres projets, hein, entre temps beaucoup d'autres projets. Il me dit mais je regrette un peu les moments où on était tous les deux là devant le studio. À composer, à faire des idées, etc. Donc, et c'est vrai que moi aussi, je me dis, ouais, c'est vrai que d'avoir un binôme. Des fois, t'as des duos, tu sais pas pourquoi, ça fonctionne.
Ouais. Tu dis, parce que ils s'alimentent l'un l'autre, ils se nourrissent l'un l'autre, ils ont des visions différentes mais complémentaires. Et c'est tout à fait ça qu'on retrouve en tout cas dans le duo avec Chris. Donc puis bon, on se connaissait, donc la mise en route était plus facile forcément. Mais ouais non, c'est une chouette aventure. Hein. C'est vraiment une chouette aventure. Je suis encore étonné même enfin moi l'album, je l'ai réécouté je sais pas combien de fois parce que en studio, le master, le mixage, à la fin, je savais même plus si Ouais. c'était bon, pas bon. Je me dis, mais Je c'est bon, connais. ça. Et après, tu veux plus l'écouter, en Non. fait. Pendant un moment, tu veux plus en entendre parler. T'es là. Laissez-moi tranquille. Ouais, c'est vrai. Tu fais, ouais, j'en peux plus. Enfin, je connais pas. Et puis après, tu sais même plus si c'est bon. Tu fais, mais ça va être, Ouais. ça va marcher, ça, je sais plus. T'es T'as convaincu. pas assez de Enfin, recul, ouais. T'as pas de recul à un moment. t'as une petite conviction avant d'entrer en studio. Ouais. Tu rentres en studio, tu es tellement bâché, rebâché, retourné. Tu sors du studio, tu fais, bon, le son est cool, c'est vrai que c'est mieux qu'une maquette, mais tu fais, mais je sais pas si ça va être bon, en fait, si ça va marcher tant que ça. Et puis, moi, maintenant, quand je la écoute, je fais, ah, quand même. Même des fois, je dis, ah, on a fait ça quand même. Ouais, il y a une petite fierté, je dis, ah, on a quand même réussi à faire Tant ça. mieux, c'est ce qu'il faut. Mais bon, on garde les pieds sur terre et voilà, quelques dates par-ci par-là et principalement de jouer avec des groupes qu'on aime bien et avec des gens qu'on aime bien aussi. Donc, c'est plutôt des prétextes aussi à faire des soirées, hein, j'ai l'impression. Mais bon. Mais voilà, par contre, la première scène que j'en ferai avec Chris, ça me fera quelque chose. Ah, c'est cool, ça. Ouais, de me dire, putain. Il a réussi à me ramener dans le truc. Putain. Parce que c'était vraiment vrai. Parce que quand on s'est revu, c'était fin 2020 ou 2020, début 2021. Ouais, c'est pendant cet hiver-là. Ouais. Quand on s'est revu, je fais, t'imagines un jour si on refait un concert, oh là là, n'importe quoi. Puis voilà, en 2023, on rentre en studio. Donc, les concerts sont pas loin, tu vois. Bah, ouais. on a refait un concert, acoustique de 3 morceaux de l'album. C'était au warm-up de la Tonne Masse. On a fait ça. C'était au Dr. Feelgood à Paris. Mm-hmm. Et on a fait 3 morceaux. Alors c'était aussi en warm-up, hein, parce qu'il y avait Maudit et Sarr qui jouaient eux aussi une partie acoustique, un peu plus électrifiée, mais plutôt voilà, c'était un concert unplug à la base. Donc j'ai pris ma gratte acoustique et Chris a chanté. On a fait 3 morceaux d'écrelinf, limite à la Bob Dylan, quoi. Ouais. C'était super bien reçu et ça marche bien en plus. Il y a des vidéos de ça? Non, il n'y a pas de vidéo, il y a juste quelques photos. Ah, merde. Mais pour le coup, on s'est dit avec Chris, ça serait bien, peut-être un jour, de les enregistrer vraiment en acoustique, même là. Carrément. En studio. Et ça sonne bien. On a fait quelques répètes en duo comme ça. Et ma femme qui traînait derrière a fait, mais c'est Crenin, ça? On dit, mais oui. Elle me dit, mais c'est génial et tout. Puis voilà, non, franchement, puis Chris, les arrangements qu'il avait trouvé en acoustique, pas tant que ça. Je veux dire, par rapport au chant métal, en termes d'arrangement, mais voilà, forcément, l'approche est différente. Et non, ça sonne bien. Il y a quelques moments avec quelques petits frissons quand même. Donc, je suis content parce que ça marche en mode chanson. Ouais, c'est que c'est bien écrit. Bah, moi, à la base, mon processus d'écriture, c'est que ça commence toujours par un riff que j'ai trouvé à la guitare acoustique. Ah ouais, donc retour aux sources. S'il marche en acoustique, je me dis, il marchera en saturé, en électrique, en ce que tu veux, en mode produit métal. Parce que voilà, en acoustique, tu peux faire tes basses, tes mélodies en même temps, et tu vois si ça marche, si le combo marche. Et à partir de là, je rentre dans mon studio et puis je décompose. Je vais faire une guitare qui va faire plutôt les basses et l'autre guitare qui va faire le lead, des petits leads. Et puis au final, ça marche parce que je l'ai déjà testé en acoustique. Donc ouais, non, ça commence toujours par ça, parce que l'inspiration aussi, elle vient, je sais pas, je suis chez moi et j'ai pas forcément le temps de brancher la guitare en bas, rallumer le faut que j'ai tout de suite quelque chose dans les mains, parce que pour pas lâcher quoi. Donc voilà, c'est un peu le processus d'écriture qui m'est venu dans les Crelinf, puis que j'ai l'habitude de faire. De toute façon, même dans Jarel, c'était un peu ça, mais mais il y avait tout un volet où je composais plus à l'électrique d'abord.
Et t'as dû racheter t'as dû racheter des instruments depuis que tu t'y es remis ou t'as gardé les mêmes? Pas du tout, j'ai toujours la même tête d'ampli, j'ai toujours la même guitare. Yes. Je te dis, je les ai raccrochés, ils ont pas servi. Ouais. Moi, j'avais même peur, je me dis, l'ampli Engel, est-ce qu'il va se rallumer? Ouais, il se rallume. Bon, bah, très bien. Est-ce que t'as dû changer les lampes depuis, même pas? Même pas. Ah ouais. Même pas. Je te jure, c'est vraiment un truc de dingue, hein. Les lampes, elles ont 15 ans. Non, même pas. Pourtant, avec tes dates, tu vois, il a travaillé, hein, mais même pas. Puis la guitare, non, bah après, ouais, je l'ai refait revoir par un luthier, tu vois, pour quand même. Ah Ça bon, a rentrer en bougé. studio, il vaut mieux. Ouais. Hein. Bah, voilà, parce que ça a un peu bougé, ça frisait un peu. Bon, voilà, c'est normal. Mais c'est tout. Voilà. Limite, c'est lui, Chris, qui avait plus d'instruments de guitare que moi. Hein. Vous êtes accordé comment en fait Moi, je suis accordé en ré. Mhm. Ouais, je suis juste un ton en dessous. Il y a juste un titre où je suis en drop, mais c'est tout. En fait, ça fait du do, quoi. Mais sinon, je suis en ré, quoi. Je suis en. Parce que le chant de Chris est un peu plus grave que ce qui pourrait être pour un groupe black orthodoxe. Ouais. Donc voilà. De toute façon, c'était l'accordage que j'avais dans Jarel. Hein. Ok. Alors dans Jarel, on était tout le temps presque en drop. Toi. Alors, bon. Là, non. Là, c'est plutôt l'exception. Mais oui, oui. Et de toute façon, tu vois, on a retrouvé nos marques. Ouais. Moi, j'avais fait les premières maquettes sur une Epiphone SG, tu vois. Je voulais un son crado black. Ouais. Et en fait, quand on a fait les premières maquettes avec Chris, bon, genre on était chez lui, je récupère les bandes des chants, et en fait, je me dis, il y a un truc qui, je sais pas, ça va pas. Enfin, ça va, hein, tu vois, c'était pas, ça marchait bien, mais je me dis, il y a un truc qui me chiffonnait. Donc, dans mon studio, j'ai enlevé toutes les guitares, et j'ai repris mon ESP, et puis j'ai rejoué la même, mais en ré, quoi. Et puis je fais, ah putain, là ça sonne bien. Je renvoie à Chris, il me fait, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai rien fait. J'ai juste joué sur une guitare, il fait, putain. Et puis en fait, c'est juste qu'on retrouvait nos marques, tu vois, c'est tout. Bah ouais. Voilà, donc... Zone de confort. Bah... Oui et non. Bon, quand avec même, non, avec Jarel, on avait quand même beaucoup travaillé, voilà, comment, dans quelle tonalité on fait, le chant de Chris, il y a plein de choses auxquelles on avait travaillé pour bien ajuster, on avait fait des résidences, voilà, il y avait plein de choses pour harmoniser un peu Jarel. Donc du coup, c'est vrai que de retrouver un peu ce workflow pour Écrelinf, ça roule, on va pas réinventer la roue. non, Voilà. non, c'est clair. Puis, autant capitaliser sur l'expérience, quoi. Exactement. Yes, bah écoute, on arrive un petit peu sur la fin de l'entretien, mais si tu as un message ou un dernier mot à rajouter, c'est le moment. Qu'est-ce que j'aurais comme message? Je sais pas. Sans être présomptueux, tu sais. Non, je sais pas, j'ai pas beaucoup de messages. En tout cas, j'ai hâte de rencontrer les futurs spectateurs et auditeurs sur scène quand on fera peut-être les premières dates. Ça sera un moment assez intense, en tout cas à vivre pour moi personnellement. Je pense Chris aussi, de se retrouver là avec 3 membres de Jarel. 10 ans, voire 15 ans après, ça fera toujours un petit quelque chose. Déjà quand bien sûr on a repris les répètes, hein, t'imagines bien. Les premières, ça fait un peu quelque chose. T'as l'impression que le temps, il y a eu une grosse parenthèse, tu sais, et que c'est bien, c'est comme si c'était hier. Tu fais, mais merde, qu'est-ce que j'ai vécu pendant 10 ans, en fait, tu vois. Mais pourtant, j'en ai vécu des trucs pendant 10 ans, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et, c'est très grave, enfin, en tout cas, c'est très grisant. On ressort de répète, on fait putain, c'est génial, c'est cool. Donc, voilà, on a hâte, de retrouver, en tout cas, des gens, sur scène, surtout des copains et puis des amis dans d'autres groupes qu'on affectionne beaucoup. On prépare, voilà, à ce sujet-là, il y a quelques petites pistes et on a hâte de partager des affiches avec eux.
Et puis voilà, puis d'autres personnes qui nous suivaient peut-être avant et qui nous suivront peut-être maintenant. Hein, donc parce qu'il y en a beaucoup qui écoutaient Jarel et qui au final maintenant se disent bah Crelin ça les botte aussi. Donc bon, écoute, Tant mieux, tant mieux. donc voilà, on verra, mais bon. Le principe, c'est déjà de travailler le live. C'est pas une mince affaire. On a beaucoup de travail. Et puis puis voilà. Puis je dis surtout à tout le monde à bientôt, à très vite, en espérant en tout cas partager une bière très vite aussi avec toi, Tipeee. Avec plaisir, avec plaisir. On se calera ça. Ah ouais. De toute façon, moi je vais suivre le truc et puis je pense qu'il y a moyen qu'on partage des dates. Hein. C'est pas impossible tout ça, on verra hein, ce que ça va donner. Mais... Écoute, avec plaisir, ça peut avec grand s'organiser plaisir. aussi. Yes. La boucle sera bouclée et elle continuera. C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, Dorian, merci encore pour cet échange et puis moi je te dis à bientôt. Merci. Merci à toi. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao.